Figurez-vous que la plupart des artisans n'ont pas en leur possession les normes qu'ils doivent respecter. Si. Et il se dit pro. Tenez, moi-même je l'ai consulté hier. Alors non, je n'ai pas passé 25 ans à faire de l'électricité sans rien connaître aux normes. Ah bah ça va alors. D'ailleurs, seul 1% des normes sont obligatoires, car en réalité ce sont à la base des propositions d'harmonisation de la part de groupes, de groupements de travail, souvent industriels. Aujourd'hui, en France, un peu plus de 300 normes sont obligatoires. Vous pouvez les trouver à l'AFNOR, je ne sais plus ce que ça veut dire, organisme français de normalisation, quelque chose comme ça. Par exemple, la NFC 1500, qui est pour l'électricité du bâtiment, il faut l'acheter 655 € hors taxe. Consultable en ligne. Aussi. Et bien sûr, 2 normes qui nous concernent sont obligatoires et une seule est expérimentale. Mais sérieusement, les normes que l'on doit suivre, qui sont obligatoires pour tous, ne sont pas accessibles gratuitement. Même si certaines sont consultables en ligne, moyennant une connexion, c'est juste de la consultation. On ne peut pas les posséder. Et donc, elles restent achetées par les grandes entreprises, les bureaux d'études, les cabinets conseils, les architectes, certaines grandes structures comme les universités, les établissements publics ou autres. C'est par un moyen détourné que la plupart des artisans on vend des normes qui les concernent. Soit en payant des formations, des certifications, ou en acceptant le lobbying des fabricants qui en profitent pour refourguer leur matériel qui concerne la norme, ou comme moi, via un ami qui l'a eu d'un stagiaire, qui l'a eu d'une entreprise, qui l'a eu de plus loin. Donc je ne peux pas vous la partager, je vais juste vous en parler. Et après on s'étonne qu'il y a des malfaçons. C'est pour ça que Jean-Kévin, l'éco-délinquant, il confond les couleurs. Les normes sont là pour nous dire comment faire dans le but de sécuriser une installation, entre autres. C'est une histoire de responsabilité en cas de sinistre, ou en cas de mort, où les assureurs cherchent des coupables. Alors, pour rassurer l'ensemble des utilisateurs, on peut imposer aux professionnels de respecter les normes. Et dans notre cas, pour contrôler l'installation, on fait appel au Consuel. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le Consuel. C'est un organisme d'utilité publique qui est censé être indépendant. Bon, il est quand même largement inclus dans le système, donc indépendant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui est, en France, responsable du contrôle et qui donne des certificats de conformité. La validation du Consuel est demandée par Enedis lorsqu'il y a injection d'énergie au réseau, même en zéro injection, avec ou sans batterie. S'il n'y a pas de batterie, on se réfère à une norme expérimentale, la XPC 15712.3, je ne connais pas par cœur. Et s'il n'y a pas de batterie, la UTE 712.1, qui elle est obligatoire. Pour l'autonomie sans réseau, c'est la UTE 712.2 qu'il faut suivre. Mais peu de personnes vous réclameront une attestation pour celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire une installation en sécurité. Je n'en ai d'ailleurs jamais eu besoin jusqu'à aujourd'hui pour toutes mes installations en autonomie. Parce que j'ai toujours respecté les normes de sécurité, mais ces normes-là qui évoluent tous les 3 ans, franchement, je laissais ça au Consuel pour les raccorder réseau. Comme les textes de loi, les normes se réfèrent à d'autres normes pour détailler des sujets précis. Ici, pas loin de 35 autres textes sont exploités et cités, comme par exemple, je vais vous lire la liste, les NFC 14, 15, 17, 60, donc ce sont des normes NFC quelque chose, les NFEN 12, 50, 60, 61, 62, les UTE, la UTE C1532, la CLCT S50, je vous mets même pas les sous-titres, ça va faire mal à la tête, et la DIN VDE 0126, qui est la plus connue pour l'injection réseau. Autant de textes à acheter que nous ne verrons pas ensemble. Bon bah alors de quoi tu vas parler? Je vais vous résumer les grandes lignes des 3 normes en même temps, car elles racontent à peu près la même chose, en gros. C'est bien la peine d'en faire 3. La base de la sécurité en électricité réside dans la tension d'usage du système. En très basse tension de sécurité, lorsqu'on est inférieur à 60 volts, il n'y a pas de risque électrique. Vous n'êtes même pas obligé d'isoler les bornes. D'où la plupart des batteries qui ont les bornes apparentes jusqu'à 60 volts. Au-delà, il faut tout sécuriser. Donc ça, c'est pour les contacts directs. Il existe aussi une très basse tension fonctionnelle qui, elle, est inférieure à 30 volts. Donc ça, c'est quand on a le moins qui est raccordé à la masse, comme dans un véhicule par exemple. Là, il ne faut pas dépasser 30 volts de tension nominale. Bien sûr, ça peut dépasser un petit peu. Mais la tension d'usage, c'est 30 volts. Donc c'est pour ça que les véhicules et les bateaux ne dépassent pas normalement
24 volts. Alors les bateaux, ça dépend s'ils sont isolés de la coque, s'il y a une isolation galvanique ou pas. C'est des cas particuliers, j'en parlerai pas, peut-être un jour une vidéo. Entre 60 et 120 volts pour la très basse tension de sécurité et 30 et 60 volts pour la très basse tension fonctionnelle avec un pôle moins à la terre, il y a quand même des risques, donc il faut protéger les contacts directs en isolant, en utilisant des câbles renforcés, pourquoi pas des monoconducteurs, des câbles plus, des câbles moins, du matériel IP2X. Le matériel IP2X, c'est, vous savez, les disjoncteurs où on ne peut pas mettre les doigts dans les vis, les prises de courant, on ne peut pas mettre les doigts, du matériel donc homologué, et puis comme ça on empêche l'accès. Mais la tension n'est toujours pas dangereuse. En dessous de 120 volts, on ne mord pas. Mais il y a un risque. Au-dessus de 120 volts en très basse tension de sécurité et 60 volts en très basse tension fonctionnelle, il y a réellement un risque de mort. Donc on interdit l'accès aux parties accessibles sous tension, aux parties nues sous tension, à quiconque n'est pas technicien habilité, alors habilité compétent, disons. Donc on ferme avec des outils, on rend difficile l'accès, la déconnexion, et on oblige un certain nombre de choses pour ne pas y toucher. Et parallèlement, on impose, pour éviter d'avoir des contacts indirects, c'est-à-dire pour éviter d'avoir des chocs électriques via une carcasse métallique ou autre, on impose une mesure d'isolement pour vérifier qu'il n'y a pas de passage de courant entre les conducteurs actifs, le plus et le moins, et la masse où vous êtes raccordé, parce que la masse est raccordée à la Terre. Donc ça, c'est une obligation via des contrôleurs d'isolement ou un peu comme des disjoncteurs différentiels, si vous voulez. Bon, jusqu'ici, rien de nouveau, c'est de la logique. Eh bien, pour les courants et les sections de câbles, c'est pareil, c'est de la logique. Dans la norme, c'est de la logique. En gros, ce sont des rappels des normes électriques qu'on connaît si on a son CAP et son BEP d'électricien. On utilise des câbles de la bonne section, on utilise des protections calibrées correctement en fonction de l'usage, évidemment. Sinon, ça ne sert à rien d'être électricien si on ne connaît pas ça, quoi. Il y a un minimum. En fait, il n'y a rien de nouveau. Mais effectivement, il y a des calculs un petit peu sophistiqués qui sont proposés dans la norme, avec des courants supérieurs, inférieurs, des coefficients. Je ne vais pas vous les détailler ici. Normalement, si vous savez que votre panneau solaire, il véhicule tel courant, vous mettez telle section, tel disjoncteur, et vous vous référez à des calculs de ligne, à des choses plus détaillées qu'on ne verra pas dans cette vidéo, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos sur les protections et les fusibles, qui s'affichent dans le coin, je ne sais pas où. Donc allez les voir en fait. On nous donne quand même quelques conseils et des méthodes. Alors j'en cite quelques-unes, je lis ma liste. Concernant les calculs, il y a plusieurs choses. Utiliser un coefficient de 1,2 pour dimensionner le MPPT. Ça concerne la tension à vide des panneaux solaires. Donc si vous avez 100 volts de panneaux solaires, on considère qu'ils peuvent monter à 120. Utiliser un coefficient de 1,1 pour le courant des panneaux solaires. Donc on considère qu'il y a un courant qui va augmenter en fonction du soleil, bien sûr, de à peu près 10%. Donc il faut dimensionner les disjoncteurs et les câbles pour supporter ces 10%. Et puis le régulateur solaire aussi, effectivement. On nous propose, ça c'est relativement important, d'ajouter des fusibles sur chaque string de panneau solaire en fonction du nombre de strings, grossièrement à partir de 2, donc à partir du moment où il y a des strings. Le fusible, il est calibré d'une manière à supporter le courant de retour inverse qu'il y aurait s'il y a une ligne de panneaux qui était HS et où tous les panneaux feraient faire un courant à l'envers et risqueraient de vraiment abîmer ou foutre le feu. Donc on met un fusible. En fait, il y a beau avoir plein de règles, à partir du moment où le fusible est légèrement supérieur au courant qui va passer en fonctionnement normal, c'est-à-dire le courant nominal des panneaux avec la règle des 10%, on est quand même globalement sécure. Mais il y a effectivement une règle pour affiner ce courant. Il faut bien sûr que l'onduleur soit plus gros que les consommateurs en termes de puissance, évidemment, sinon il se mettra en défaut ou il sera en surcharge. Il faut aussi que l'onduleur soit inférieur en termes de puissance à la puissance du réseau dans le cadre de la réinjection. Bien sûr, si le disjoncteur d'abonné est plus petit, il va disjoncter tout le temps. Logique, hein, mais c'est marqué. Etc. Il y a aussi des choses difficiles à mettre en œuvre. Alors quand je dis difficile, c'est faisable, mais je trouve que d'un point de vue technique et au cas par cas, c'est pas toujours évident. Et quand il y a un professionnel qui fait une installation qui est fermée, avec des coffrets fermés, et qu'il n'y a que des professionnels qui interviennent dans ces coffrets, des fois il y a des trucs un peu... c'est tout public, quoi. Donc c'est bien pour quand Made-NR, alors je cite Made-NR ou d'autres, des fabricants de coffrets électriques, ils fabriquent un produit certifié pour vendre au grand public, donc là ils se réfèrent à la norme. Mais quand on fait une installation en tant qu'artisan, moi je pense que parmi ces choses-là, on peut adapter, quoi. Alors on nous demande d'utiliser des MC4 de même marque. Alors vous imaginez bien que le panneau solaire que vous achetez, il n'a pas les mêmes marques de MC4 que les MC4 que vous allez acheter vous. Alors c'est pas une vraie obligation, c'est juste qu'ils n'ont jamais comparé des marques différentes. Donc ils ne savent pas si c'est compatible. C'est les mêmes normes de MC4 et respectent des normes, mais a priori cette norme ne sert à rien puisqu'il y a une autre norme qui dit de ne pas les utiliser. Donc ça voudrait dire que sur chaque boucle de panneaux, vous mettez 10 panneaux en série, les extrémités, vous changez les raccords pour mettre ceux que vous avez achetés, pour qu'ils soient compatibles. Moi je le fais pas. Ça m'arrive.
Ça m'arrive parce que quand on les met, les MC4, on voit bien si ça force un peu, si ça rentre bien, si ça clip bien, si c'est trop compliqué ou qu'il y a un défaut ou que c'est pas tout à fait les mêmes. On coupe, on change de MC4. Mais les 3/4 du temps, il n'y a pas besoin. Utiliser une boîte de jonction MC4, c'est quoi? C'est ça. Ah, boîte de jonction. La mienne, elle est comme ça. Titre. Bon, elle n'est pas enroulée. Hein. C'est une boîte où on a des MC4, soit directement sur la boîte, soit avec des cordons comme ça, pour raccorder les panneaux ou les cordons des panneaux. Et à l'intérieur, on peut avoir un sectionneur. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un interrupteur d'isolement, interrupteur sectionneur, et j'ai des fusibles 1 par string, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour info, les fusibles, on peut mettre des fusibles de l'habitat, ça fonctionne aussi. Mais ils sont plus tolérants dans leur surcharge, presque le double de leur courant, alors que les fusibles pour le panneau solaire, je crois que c'est de l'ordre de 10 ou 13%, quelque chose comme ça. C'est marqué dans la norme. Moi, j'ai mis des fusibles un peu plus gros. Moi, mon but, c'était vraiment protéger du retour du courant et de pouvoir isoler les lignes séparément. Et c'est marqué ne pas couper en charge, on en parle plus tard. Donc cette boîte de jonction, à quoi ça sert de mettre des MC4? C'est parce que si on veut ouvrir la boîte et qu'on veut intervenir hors tension, il faut déconnecter ici les panneaux. Comme ça, on intervient hors tension. C'est comme si on mettait une prise en plus du disjoncteur d'abonné à EDF pour être sûr que dans le coffret électrique, on intervienne hors tension. Moi, je suis habilité, je travaille sous tension. Moi, ça me saoule, perso. Mais pour le consommateur, effectivement, c'est bien. On notera qu'il faut un outil pour défaire les MC4. Donc, on nous dit aussi que lorsque le moins des batteries est à la terre ou à la masse, comme dans un véhicule, et que l'onduleur qu'on raccorde sur le système a un neutre à la terre, ce qui est la plupart du temps avec un régime TT et un différentiel, il faut rajouter un disjoncteur différentiel entre la terre du neutre, la terre ou la masse du neutre, et la masse du moins. Au cas où il y a un courant entre les deux, s'il y a un défaut sur la partie en courant continu, il faut rajouter un disjoncteur différentiel de type B, qui en gros va éviter que le courant continu retourne dans l'onduleur s'il y a un défaut, mais ça ne coupe pas le défaut, il faut encore un système derrière. C'est compliqué. Concrètement, la plupart des onduleurs ont déjà ce genre de protection en interne. Franchement, le schéma et le fonctionnement de ça, moi j'en ai vu plein des camions aménagés, des véhicules, des trucs professionnels. Jamais il y a ça. Jamais. C'est marqué dans la norme. Mais alors pour le mettre en œuvre, en plus le différentiel il doit valoir 200 balles. Et une fois qu'il a sauté, on s'en rend même pas compte. Donc en gros, il faudrait mettre un contrôleur d'isolement partout ou ne pas mettre le moins à la terre, à la masse. Il faudrait faire un système flottant. Dans ce cas-là, on n'exploite pas l'alternateur, on n'exploite pas l'éclairage du véhicule. Sujet compliqué encore. Alors, on nous demande aussi, je vais vous donner des exemples, je vais prendre ma liste, c'est plus simple, de manière tout à fait logique, de créer une liaison équipotentielle, donc un fil de terre, entre toutes les masses des panneaux solaires. Donc on raccorde tous les cadres, ou alors le rail doit être raccordé au panneau, et c'est le rail qui est mis à la terre, donc il faut qu'il y ait un contact électrique. Le cadre du panneau solaire ne peut pas servir de liaison équipotentielle, parce qu'en fait les cadres ils sont collés souvent, il n'y a pas forcément de lien électrique entre les quatre côtés, donc on ne peut pas servir du cadre comme d'un fil, on peut servir du rail comme d'un fil, mais pas le cadre. Après, moyennant le fait que le rail soit adapté à véhiculer le courant de défaut. Donc il faut raccorder à la terre, même en autonomie, même si ça arrive très rarement, mais le but est aussi de canaliser tout ce qui est foudre et courant parasite jusqu'à la terre. Alors vous pouvez mettre un piquet de terre au pied de l'installation ou envoyer le fil vert jaune jusqu'au coffret. Moi des fois je fais les deux. Bon, ça dépend des distances. Alors que 6 carrés ça suffit. En tout cas, dans la plupart des installations domestiques qu'on fait. La norme peut imposer du 16 carrés sur des types d'installations de l'ordre de 50 000 watts par exemple. Mais ça ne nous concerne pas ici. Bien entendu, toutes les masses des régulateurs et des coffrets sont à la terre aussi avec un 6 carré, donc pas un 2,5, pas nécessairement un 10, 6 carrés. On nous précise que les câbles batteries peuvent se passer d'un fusible pour la protection de court-circuit si nous avons deux conducteurs isolés, séparés, un plus, un moins, et qu'ils ne passent pas dans une zone dangereuse, combustible ou autre. Sur une certaine longueur, on peut se passer de fusible. Ça veut dire qu'entre les batteries et le fusible de l'installation, il n'y a pas de fusible, hein. On n'est pas obligé de mettre un fusible sur la batterie, si ces câbles sont mis en sécurité. Si on passe par des zones dangereuses, on met un fusible directement sur la batterie. Je l'ai quasiment jamais fait. En gros, ça veut dire que c'est normal qu'en automobile, sur certaines bagnoles, on voit les fusibles sur la batterie, parce que juste à côté, c'est combustible, il y a du carburant et tout. Ça veut dire ça. Alors, le fait d'avoir un fusible sur le câble principal de la batterie, ça nous exonère, entre guillemets, d'avoir un fusible par appareil. C'est-à-dire un par régulateur, un par onduleur. À partir du moment où il y en a un sur la source, c'est suffisant. On peut en mettre un par ligne, si on le souhaite. C'est un coût supplémentaire, c'est du dépannage supplémentaire. Moi, je le fais pas. Ça m'est arrivé, quand tu as des grosses installations qui a besoin de mettre plusieurs fusibles pour X raisons, à chaque fois qu'on met un fusible, on a une petite chute de tension, donc je mets le général,
En général, justement, un fusible, ça saute en court-circuit, donc il faut quand même un sacré court-circuit. Lorsqu'on raccorde au réseau, donc son installation, donc quand on revend au réseau, entre votre disjoncteur principal de coffret et le disjoncteur d'abonné, il faut au moins du 10 mm². Bon, ça, en fait, c'est un peu connu, mais peut-être vous ne le saviez pas. Même si vous avez que 1000 watts, il faut au moins 10 mm² pour aller jusqu'à... Alors peut-être que vous l'avez déjà dans vos coffrets existants, mais il faut que la section soit au moins 10 mm. Et bien sûr, pour le découplage réseau des onduleurs, il faut respecter la norme DIN VDE 0126. C'est normal, comme tous les onduleurs d'injection, que pour l'injection. On préconise aussi, et ça on le sait depuis 2012-2013 pour les installations raccordées réseau, mais c'est valable aussi pour l'autonomie, d'harmoniser un peu les boucles de panneaux solaires, c'est-à-dire le câble plus et le câble moins, les mettre côte à côte, plutôt que faire des ponts. En fait, ça gêne pas de faire des ponts, c'est juste que ça crée un champ magnétique supplémentaire, et si c'est sur le toit par exemple, c'est embêtant pour les gens qui habitent en dessous. L'idée, c'est de mettre le plus et le moins côte à côte pour que le champ magnétique soit entre les deux câbles et donc soit très très local. Voilà, c'est une question de propreté d'installation. Ça n'empêche pas le fonctionnement et ça n'empêche pas la sécurité d'autre part si on ne le fait pas. Mais normalement, si on veut une installation qui ne perturbe pas au niveau parasite magnétique et qui ne capte pas de parasites magnétiques atmosphériques supplémentaires, après, sur des installations de faible tension, franchement, c'est surtout important sur les 400 volts, les 500 volts, tout ça, quoi. Bon, maintenant parlons du parafoudre. Le parafoudre, c'est un équipement qui permet de dissiper l'énergie de la foudre ou éventuellement de l'atmosphère, la ionisation de l'atmosphère, à la Terre via un appareil justement qui sert à ça, sauf qu'on ne peut pas systématiquement brancher à la Terre un pôle actif, on a dit qu'on ne pouvait pas le faire. Donc s'il y a du courant qui arrive sur le plus ou sur le moins, il faut qu'il y ait un appareil qui le détecte et en fonction de la tension, l'envoie à la Terre. Donc là on va voir un petit extrait de vidéo de démontage de parafoudre et puis ensuite on revient. Parafoudre, c'est ces petits trucs-là, les petites choses que vous avez dans votre coffre électrique qui ne sont ni des disjoncteurs, ni des porte-fusibles, ni des sectionneurs. On en a de toutes sortes. Il y en a en alternatif, en continu. Il y en a pour les panneaux solaires spécifiquement. Il y a plusieurs types, des types 1, des types 2. Et il y a aussi des parafoudres qui se mettent en court-circuit lorsqu'ils ont joué leur rôle, et d'autres qui se mettent en circuit ouvert. Ce sont des types différents. Moi, j'ai plusieurs difficultés à les choisir ou à les avoir via mes fournisseurs. C'est assez obscur, les tarifs sont assez variables. On va les ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il est évident, quand on a une installation à plusieurs dizaines de milliers d'euros, on installe quelques parafoudres à quelques centaines d'euros dedans. Et peut-être qu'ils ne serviront jamais, et le jour où ils serviront, peut-être qu'ils vous sauveront tout ou partie de votre installation. C'est un plus. Donc j'ai ici plusieurs types de parafoudres. Donc là, c'est le bas-neuf parafoudre Noarc qui fonctionne, je ne vais pas le démonter. Celui-ci, c'est un parafoudre que j'achète sur Amazon que je vais démonter. Je vais démonter celui-ci très précisément. Celui-ci, c'est un Citel, c'est assez connu. Normalement, il est HS, donc on va pouvoir le démonter. Et celui-ci, c'est le Legrand, qui est avec sa petite fiche là, qui est tout neuf, mais j'en ai plein et ils sont pas interchangeables. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, ça se ressemble, mais on n'en a aucun qui est encapsulable sur le support de l'autre. Il n'y a pas d'universalité à ce niveau-là. Il y a des petites sécurités les uns les autres. Donc là, il y a un petit voyant rouge ici, un petit bouton rouge. Lorsqu'on l'enfiche et qu'il fonctionne, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vais regarder à l'intérieur. Alors, des fois, il y a des logos, mais les logos ne me laissent pas vraiment d'informations pour savoir si ça se met en court-circuit quand ça crame ou si ça s'ouvre, en fait. Je pense qu'ils ce sont que des parafoudres qui s'ouvrent, parce que ça fait un peu comme un fusible, si vous voulez, qu'avec un ressort dedans, ce qu'on appelle des fusibles avec voyant. Quand le fusible casse, le ressort éjecte les deux côtés, le courant ne peut plus passer, et c'est ça qui ferait que ça fait apparaître un bout de plastique ici dans la zone, et ça devient rouge, et là, le bout de plastique vert s'en va, ça devient rouge, et ici c'est pareil, il passe rouge, donc je pense que c'est fait comme ça dedans. Alors je vais commencer par celui-ci, parce que j'ai déjà commencé à l'ouvrir. Il y a bien un ressort. Oh! On a une varistance à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez. Enfin, moi j'appelle ça une varistance, peut-être que je me trompe. D'habitude, c'est justement ce qu'on a dans les onduleurs pour protéger contre les surtensions. Donc c'est-à-dire c'est une résistance variable qui sert aussi parfois pour... qui pourrait servir pour des parasitages, pour faire des courts-circuits à des tensions données. Donc en fait, tant qu'on n'est pas arrivé à la tension... le courant ne passe pas, et une fois qu'il passe, ça crame l'appareil. Alors bon, je suppose que c'est vrai. On voit que le courant arrive dedans, là, et qui ressort là. Donc il y a une broche là, une broche dedans, qui ressort ici, qui arrive sur la petite nappe là, et qui repart par là. Donc il y a bien un passage de courant. Alors comment ça fonctionne exactement? Je suppose que ça fond comme un fusible. Cet élément-là fond, et du coup le ressort fait pousser la lamelle verte vers le bas,
pour indiquer que l'élément qui est là a fondu. Très intéressant. On va le laisser de côté, je suis content de ne pas l'avoir cassé. Les deux autres parafoudres que j'ai sont en alternatif, donc là on était bien sur un modèle continu. Je ne sais pas lequel est le plus facile à ouvrir, donc le modèle Legrand Made in France, c'est écrit en gros. Ce modèle-là, Citel, je ne sais pas où c'est fabriqué. Vous remarquez qu'il y a très peu d'informations dessus, il n'y a pas les normes, il n'y a rien. J'ai quelques modèles où il y a les normes de marquées, mais c'est rare en fait. Alors là déjà on a la chance d'avoir tout un tas d'informations, le type 2, la tension, les kilovoltampères, on l'a aussi sur le modèle Amazon. Et sur le grand, on l'a, c'est bon, on a les kilovolts, on a ce qu'il faut. Donc je vais voir si je peux l'ouvrir. Hop. On a aussi une sorte de varistance dedans, et c'est joli, enfin, moi j'aime bien. Cette varistance est en série, entre un plus, un pôle actif et la Terre. Donc il doit bien avoir un fusible à l'intérieur, quelque chose qui fait que quand ça fond, ça pousse. Donc ce sont bien des parafoudres qui s'isolent de la Terre. Moi, c'est intéressant à savoir ça. Vous voyez, j'ai appris des choses. Au suivant. Donc ça me rassure, ça veut dire déjà que ce sont des porte-fusibles qui n'ont pas forcément besoin d'avoir de disjoncteurs ou de fusibles en série avec eux. Parce que moi, j'ai toujours eu des disjoncteurs en série avec les parafoudres. Enfin, moi, à l'école, en fait, lorsque je faisais des installations, on m'apprenait à mettre des disjoncteurs en série parce qu'on me disait que ça, c'était un éclateur, en fait. On me disait qu'il y avait un éclateur dedans, et lorsque le courant passait, ça finissait par se souder, et ça faisait un court-circuit à la Terre. Bon, après, j'en ai eu sur des onduleurs photovoltaïques en 2007-2008, où j'ai été obligé d'intervenir, et les parafoudres étaient en défaut, et ça faisait un défaut d'isolement, et l'onduleur ne voulait pas repartir. Alors peut-être que les appareils, là, se mettent en défaut de manière partielle. Est-ce que c'est pour autant qu'il y a qu'un fusible ferait le travail derrière pour protéger, je ne sais pas. S'il s'ouvre, déjà, c'est rassurant. Ça veut dire que au cas où ils sont vraiment en court-circuit, la petite lamelle qui est dedans, elle va finir par fondre et se mettre en défaut. Alors, ça se trouve, elle est super solide et elle mettra en court-circuit les panneaux solaires à la Terre, et puis c'est tout. Il faudrait la changer il n'y aura peut-être pas assez de courant pour justement la faire sauter. Essayons de ne pas s'arracher les doigts. Ouh! Même chose, même combat. Je comprends pas pourquoi il était en défaut, alors il fonctionnait pas. C'est peut-être un problème de borne. Même chose, une genre de varistance, un éclateur, quelque chose. Alors je suppose que c'est en céramique, que c'est fait avec des composants faits exprès pour arrêter l'arc électrique, pour pas que ça fonde dans tous les sens. Et le petit voyant rouge là, en fait oui, effectivement, lorsque ça casse, ça doit s'enfoncer et ça doit venir là, apparaître. Bon, c'est tous les mêmes là. Je sais pas si je vais en ouvrir un autre pour voir s'il y en a un autre d'une technologie différente. J'en ai trouvé 3 autres des parafoudres. Celui-ci, où il y a carrément le symbole de marqué dessus, donc c'est bien marqué que ça coupe à l'intérieur, qu'il y a bien un système avec un ressort. Vous voyez, c'est la même forme que le petit truc qu'il y avait dedans. Là, le symbole d'une genre de varistance, effectivement. Là, il y a une précision, c'est marqué 125 ampères. Alors, je sais pas si c'est un fusible qu'il faut mettre à 125 ampères ou s'il y en a un dedans. Je vais pas le casser. Celui-ci, c'est un modèle en 230 volts alternatif. Je ne sais même pas c'est quoi la marque. Il fait déjà phase neutre éther. Il doit y en avoir 2 dedans. Marqué, on voit à travers. Toc. C'est exactement pareil. Sauf qu'il y a une paroi de chaque côté. Il y a un voyant de chaque côté. 1, 2. Et celui-ci, que j'ai installé dans les années 2010 sur mes installations solaires, il y a un petit symbole avec le contact là qui dit que le circuit est ouvert quand c'est coupé. C'est bien du 500 volts, c'est fait pour le panneau solaire. Toc. Oh là, Guillaume, fais attention. Donc c'est la même chose à l'intérieur, il y a bien le même petit composant ici. C'est soudé sur une lamelle là. Lamelle qui effectivement a l'air plutôt fragile en termes de... Elle a l'air de faire un élément fusible. Et une fois qu'elle fume, on a le vert qui s'en va et du coup ça fait apparaître du rouge puisque c'est en rouge en dessous. Exactement le même fonctionnement, mais en plus gros. Alors pourquoi c'est plus gros, je sais pas. Donc voilà, je suis très content, on voit bien ce qu'il y a dedans. Ce parafoudre, il peut être obligatoire en alternatif ou en continu. La plupart du temps, il ne l'est pas, parce qu'il y a très peu de zones en France où c'est imposé. Là, il faut se référer à la carte nationale, je crois que c'est kératonique, pour le risque de foudre, qui est plus ou moins élevé. Et on se réfère aussi à la longueur de câble qui est à l'extérieur du bâtiment. En gros, si vous n'avez pas de longueur de câble à l'extérieur de votre bâtiment, il y a très très peu de risques, parce que c'est ça qui va attirer la foudre, en fait. C'est ça qui va faire que la foudre, même si elle tombe sur le sol, le câble va se magnétiser et va envoyer du courant sur votre installation. Dans ma région, c'est à partir de 100 mètres que ça commence à être dangereux. Et à partir du moment où il faut mettre un parafoudre, dès qu'on a plus de 10 mètres de câble, si on doit mettre un parafoudre et qu'on a plus de 10 mètres de câble, on en met 2. On en met un au panneau solaire, un à l'installation. Mais sinon, un du côté du régulateur, c'est suffisant. Alors, le cas est différent s'il y a un paratonnerre.
sur l'installation, c'est-à-dire qu'on attire la foudre. Si on attire la foudre, il faut des parafoudres plus sophistiqués. Donc dans le cas où il n'y a pas de paratonnerre, on prend des parafoudres de type 2 qui supportent 5 kA, 5000 A. Et si on a un paratonnerre et qu'il y a beaucoup plus de courant, il faut un type 1 qui supporte, je ne sais plus combien, qui supporte bien plus de courant. Moi, ça m'arrive jamais. Alors si c'est sur une église, par exemple, c'est un type 1. Voilà, il faut se renseigner. En général, un fabricant de parafoudre vous donne toutes les caractéristiques et c'est écrit dessus. Les tensions d'usage, les tensions maximum, les courants d'usage, les courants maximum, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans tous les détails du parafoudre. Vous achetez un type 2 aux normes, de la tension légèrement supérieure de votre système. Voilà, c'est de la logique aussi. Alors, le local batterie, petit sujet de la norme qui est un peu... vous pouvez vous référer aussi à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur le local technique. Bon, après, on donne le nom qu'on veut, la zone technique. Là, ça réfère surtout au local batterie, ça ne parle pas vraiment des onduleurs. On précise quand même qu'un onduleur n'est pas obligé d'être à côté de la gaine technique logement. Par contre, s'il y a un coffret électrique, il faut qu'il soit à côté de l'onduleur. Vous voyez, on ne met pas un coffret électrique à côté de son coffret habitation et l'onduleur à 30 mètres. Il faut qu'il soit côte-côte pour pouvoir couper le courant. On n'est pas obligé de les mettre dans la gaine technique parce que c'est une installation différente. On n'est pas du tout... ça, c'est pas les mêmes obligations. Concernant donc ce fameux local technique, alors c'est marrant parce que plomb et lithium, en fait, ils l'ont dimensionné pour le plomb, enfin ils ont fait la norme pour le plomb et après ils ont rajouté le lithium. Alors pour le plomb, ils ont considéré que c'était plus dangereux que le lithium. Donc ils sont partis du principe que le plomb c'était que du plomb liquide acide, pas de plomb AGM, pas de plomb gel, je ne sais pas pourquoi. Disons que c'est le plus dangereux en termes d'hydrogène. Donc ils sont partis du principe qu'à partir du moment où on a plus de 1 kWh de stocké, c'est-à-dire presque tout le temps, il faut, en dessous d'1 kWh de stockage, la batterie, on en fait un peu ce qu'on veut, il faut quand même faut protéger les bornes, lui mettre un petit caisson, enfin l'individualiser comme une batterie de démarrage ou une batterie de secours quelque part. Mais dès qu'on a plus d'1 kWh, il faut un local spécifique. Il précise un emplacement dédié et protégé des différents risques environnementaux, risques électriques, et risques liés à la batterie, donc risque acide. Alors moi je simplifie, parce qu'en fait il parle il faut que le plancher supporte l'acide, il ne faut pas qu'il y ait un environnement combustible, il faut que l'air soit ventilé et tout. Alors pour la ventilation, il y a une petite formule, je vous l'ai simplifiée, je vous l'inscris ici, qui définit en fonction du nombre d'éléments et de la capacité de batterie, la taille de la grille de ventilation. Il y a encore une autre petite formule qui permet de connaître le débit d'air, mais il faudrait consulter le... Et c'est à peu près tout en fait, on protège contre l'hydrogène, contre les explosions, on demande de faire un local différent, on demande même si c'est possible de faire un local fermé, réservé aux techniciens. C'est assez contraignant, je vous avoue, la plupart du temps on ne le fait pas, référez-vous à ma vidéo sur le local technique, il faut les financements pour ça aussi. Mais c'est vrai que si c'est raccordé réseau et que vous avez besoin du consuel, il peut vous embêter pour ça. Concernant le lithium-ion, alors quand on dit lithium-ion, ça inclut tous les types de lithium, puisque lithium-ion, c'est pas que lithium-ion. Il faut d'abord que votre batterie soit conforme à la norme, je lis, NFEN 61427, je ne sais pas si elles sont conformes à la norme, vous pouvez vérifier avec un certificat de votre batterie. Donc ça veut dire le do-it-yourself, vous oubliez, sauf si le consuel est conciliant. Ils ne font pas état de la tension, on ne nous dit pas si à partir de 120 volts c'est dangereux, tout ça. Alors, pour le plomb, on ne nous disait pas plus de 120 volts, mais bon, de toute façon, les règles s'appliquent, au-dessus de 120 volts, on a des règles différentes, des contrôles d'isolement et ainsi de suite. Donc, à mon avis, si on applique la règle, ça va. Alors, pour le lithium, on autorise 15 fois plus de kWh, donc en dessous de 15 kWh de stockage, ce qui me paraît énorme par rapport au plomb, parce que quand même, les lithiums, ça peut exploser, tout ça, suivant la technologie. On nous dit juste qu'il faut que le coffre qui les contient soit non combustible et soit au moins à 1 mètre de distance des risques. Les risques de sources de chaleur, de gaz, donc non combustible, métallique, donc en bois, on oublie. En termes de réglementation, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, c'est que du coup, on n'est pas conforme au niveau de la norme incendie. Si on dépasse les 15 kWh, ce qui va arriver assez souvent quand même, et bien là, la sécurité est un peu plus renforcée. Il faut un local dédié, réservé aux techniciens, un extincteur et respecter la réglementation incendie. En gros, c'est ce qui est dit. Réglementation incendie. Si ça risque de brûler, vous mettez un détecteur de fumée. Si vous avez un système incendie chez vous, une alarme, vous mettez un élément dans ce local pour être prévenu si ça brûle. Si vous avez un système d'extinction, vous en mettez un là, etc. etc. Et quand je parlais des coupures batterie, la notion incendie interviendra aussi. Alors, petit truc supplémentaire, si vous êtes dans une habitation, ce sont des locaux d'habitation, votre maison, vous n'avez pas le droit de mettre les batteries lithium dans les pièces de vie. La cuisine, les pièces d'eau, les dégagements, les couloirs, les greniers. Les greniers, oui, vous n'avez pas le droit, pas dans les greniers. En gros, il faut un local, à part. Donc un garage, c'est bien, mais il faut identifier le local. Concernant la coupure d'urgence, j'aurais dû en parler juste avant, mais bon, c'est pas grave. J'ai sauté une ligne dans ma...
Ce qu'on appelle coupure d'urgence, c'est comme chez vous, vous avez EDF, la coupure d'urgence, c'est le disjoncteur d'abonnés. C'est un élément qui permet de couper le courant. Un élément qui permet de couper de manière centralisée et en sécurité identifiée la source du courant dangereuse, pas forcément tout le courant. Et donc là, on va rentrer dans le domaine de la coupure d'urgence en autonomie ou en injection réseau. En gros, si vous êtes en très basse tension de sécurité inférieure à 60 volts, elle n'est pas obligatoire. Et si on est inférieur à 3 kW, elle n'est pas obligatoire non plus. Je parle de la coupure d'urgence. Après, vous pouvez en mettre, parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs qui sont obligatoires. Donc, si on vous fait chier avec ça au niveau consuel, vous dites, non, c'est moins de 3 kW. La coupure batterie doit être omnipolaire et simultanée. Ça veut dire, je ne sais pas si vous voyez, le sectionneur batterie qu'elle a, il est bipolaire. Quand je coupe, il est coupé. C'est les deux pôles qui coupent. Dans le cadre où elle est obligatoire. Mais bon, la plupart du temps, on la mettra. Alors moi, sur mes installations autonomes, j'en mettais pas, parce que je vous dis, c'est autonome, il n'y a personne qui contrôle. Et franchement, couper les deux pôles, c'est pas plus sécuritaire que ça. C'est juste qu'on est sûr de bien tout isoler. Bon, s'il faut mettre des sectionneurs à 100 € au lieu de 25 €, 29 €, je le ferai, c'est juste l'installation va être plus chère. N'est pas considéré comme coupure d'urgence, les MOSFET, tout ce qui est semi-conducteur, c'est pas une coupure d'urgence, puisqu'il faut les alimenter ou ne pas les alimenter, donc c'est pas une vraie coupure, il faut que ce soit mécanique. Ça peut être télécommandé, dans certains cas. Donc si possible, si vous télécommandez, c'est-à-dire si vous avez une commande via des relais, via des motorisations, via de l'air comprimé, via plein de trucs, vous mettez un voyant de présence tension. Ça permet de savoir si on a coupé le courant, de ne pas manœuvrer 30 fois. Alors par contre, c'est interdit pour l'habitat. Si c'est votre habitat à vous, vous ne pouvez pas mettre une télécommande de coupure. Donc le coup de poing, non. C'est pratique pourtant, mais non, il faut couper à la source. La coupure des panneaux solaires doit être proche du régulateur, juste à côté. Alors bien sûr, on peut aussi en avoir à côté des panneaux solaires, ça dépend de la distance. Et on peut en avoir par string, c'est pas grave. On peut avoir, si c'est sur le coffret, on n'est pas obligé d'avoir une source principale, on peut en avoir 4. S'il y a 4 strings, on a le droit, du moment qu'ils sont à côté et qu'ils sont signalisés. Parfois, dans certains cas, on exige qu'il y ait une coupure au niveau des panneaux solaires, si les panneaux solaires sont en extérieur, pour les pompiers. On peut couper à la source le courant pour garantir qu'il n'y a plus de jus en termes de panneaux solaires, en plus des batteries, dans le local professionnel, local technique, habitation. C'est un plus, mais il faut le signaler. Donc, dans certains cas, et ça c'est plutôt dans le collectif ou dans les bâtiments publics, on peut imposer à ce que tous les panneaux solaires et toutes les tensions soient inférieures à 60 volts pour que les secours puissent intervenir. Être sûr qu'il n'y a pas de tension dangereuse, de risque d'électrocution ou d'incendie supplémentaire via des courts-circuits faits avec l'eau. Et là, il y a des mécanismes, des subterfuges, je ne vais pas en parler ici, il y a des petits systèmes qui déconnectent les panneaux, il y a des boucles, C'est complexe. Mais en gros, dès que vous montez en tension, c'est dangereux. Et c'est pour ça que moi, la plupart des installations que je les fais en 120 volts. On est sûr qu'on n'a pas ce problème-là, on est sécure. 400, 500, 1000 volts, 2000 volts, on a des soucis en fait. On a des éléments de sécurité supplémentaires qui coûtent du pognon. La coupure batterie peut être faite sur plusieurs batteries. C'est pas forcément un général. S'il y a plusieurs batteries, on peut mettre plusieurs sectionneurs. Par contre, c'est pas très clair. Ils nous disent que on n'a pas le droit d'avoir des coupes... des sectionneurs intégrés au produit, intégrés à l'onduleur, intégrés à la batterie, mais qu'à partir d'une certaine puissance, c'est toléré. Alors, j'ai pas trop compris ça, parce que ce soit petit ou gros, on est bien content d'avoir un appareil qui dispose d'un sectionneur, Ça nous oblige à en rajouter un, en fait, pour être sûr, je suppose que pour être sûr qu'il soit fiable et aux normes, certainement. Alors, côté 230 volts, en dehors de l'onduleur, c'est la norme NFC 1500, que normalement tous les électriciens connaissent ou ont l'habitude d'appliquer, je suis sûr qu'ils ne l'ont pas acheté non plus, c'est un NFC 1500 qui s'applique, et donc une coupure générale, principale, pas forcément différentielle, ça peut être un interrupteur, qui est identifié souvent en haut à gauche du tableau, mais pas forcément. Donc il y a une coupure générale qui est identifiée, c'est la coupure de sécurité de la maison, en fait. Maintenant, passons à la signalisation, toutes les petites étiquettes qu'on peut avoir, je vais peut-être pas être très exhaustif, mais je vais vous montrer celles que j'ai mis sur mon installation. Il y en a beaucoup, je trouve pas ça très joli, j'en mets pas d'habitude. Moi, je mets des petites étiquettes noires et blanches pour indiquer ce qu'il faut faire. Je mets un manuel qui explique la procédure de mise hors tension, mise sous tension. Je privilégie l'autonomie de la personne, son apprentissage de l'installation, plutôt que avoir 20 000 étiquettes. Mais c'est vrai que c'est bien pour les secours et autres d'avoir une étiquette rouge qui dit coupure ici. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. J'ai mis celle réglementée. Alors moi, j'ai utilisé, vous pouvez l'acheter aussi sur Internet, un petit dossier qui regroupe tous les autocollants avec toutes les situations. Il y a des autocollants en trop, je crois que ça vaut dans les 15-20 €. Et vous avez directement l'ensemble des étiquettes dont vous avez besoin. Je suis assez satisfait de cet élément. Et puis quand il y a un peu trop de triangles, je les découpe, je garde que les encarts. Enfin, c'est pas la peine de mettre des
des arcs électriques partout, une fois qu'il y en a un sur le coffret, ça va quoi. Donc je vous le montre. Donc sur cette installation Studer de 6 kW avec 2 régulateurs solaires, j'ai mis une petite étiquette sur l'onduleur pour identifier que c'est un onduleur. La petite étiquette pour dire qu'il faut isoler les différentes sources avant intervention. Donc il y a les batteries, le 230 volts de cet appareil-là, le 230 volts du réseau, et il y a la petite étiquette sur les câbles. Là j'ai trouvé ça un peu surfait, mais bon, ils disent d'identifier les câbles, donc attention, couper le courant, courant continu, courant alternatif. Pourquoi pas. Sur mon coffret de fusible, donc moi j'ai marqué que c'est un coffret de fusible, danger batterie, donc c'est le système des batteries, je ne sais pas pourquoi il faut mettre autant de danger, mais c'est le système des batteries, il ne faut pas ouvrir et faire des courts-circuits. Le symbole pour la coupure batterie, c'est celui-ci, tu vois, hop, on-off. Une petite étiquette pour dire que ça c'est le régulateur solaire. À chaque fois qu'il y a des prises comme ça, des prises MC4, ou même des fusibles, des choses qu'on peut déconnecter même avec un outil, on précise qu'il ne faut pas déconnecter en charge. Ça, cette étiquette, vous l'avez normalement sur tous les MC4 du panneau solaire. Donc on ne déconnecte pas en charge pour éviter de faire des arcs électriques, c'est pas fait pour. Moi j'ai un petit coffret là pour la gestion de l'eau chaude, donc j'ai précisé risque de présence de plusieurs sources de tension. C'est vrai, hein, il y a du 48 volts continu, du 230 volts alternatif et du 90 volts panneau solaire. Donc il y a 3 sources. Le petit éclair, isolé des différentes sources. Donc il faut l'ouvrir avec un tournevis. Donc là il est ouvert, mais il faut un outil pour l'ouvrir. Il est lié à ce coffret-là, donc c'est le coffret en courant continu. Attention, câble en courant continu sous tension. Pourquoi il y a celui-là ? C'est parce que les sectionneurs des panneaux solaires, on a beau les couper, mais il y a toujours la tension qui arrive des panneaux solaires. Donc là, on précise que c'est sous tension. Donc ça sous-entend qu'il faut aller couper plus en amont pour ne pas avoir de courant. Et c'est pour ça qu'il y a une boîte de jonction. La boîte de jonction qui est là, donc là, on a tout le câble. Donc vous voyez, ce sont des monoconducteurs plus et moins qui fait qu'on n'est pas obligé de protéger contre les courts-circuits ces fils-là, partout où ils passent, du moins qu'ils ne passent pas à côté d'un combustible. Je parle d'un combustible, d'un carburant, hein, pas du bois, quoi. Donc on arrive dans une boîte de jonction qui en général a un sectionneur. Donc la boîte de jonction, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, avec les MC4 pour pouvoir débrancher. Je précise boîte de jonction, attention, câble continu sous tension. Effectivement, ils sont sous tension tant qu'on n'a pas débranché ça. Comme c'est une boîte de jonction, on sait qu'il y a des jonctions. C'est la coupure photovoltaïque qui est là, il y en a une autre là-bas. Donc sectionneur solaire, donc c'est pas on ne manœuvre pas en charge, hein, donc ne pas manœuvrer en charge, donc ce sont que des éléments d'isolement. Hein, donc sous tension, hors tension. Chacun a un petit fusible. Fusible du string 1 à 4. Parfois ce sont des fusibles autrement. Hein, c'est pas obligé d'être comme ça. Donc retour sur le coffret d'essai. Donc j'ai ma coupure photovoltaïque ici. J'ai bien marqué en haut tout ce que c'était. Hein, coupure panneau solaire, Vaillotrac, parafoudre. Là, j'ai un disjoncteur pour ma résistance électrique qui est en courant continu, donc j'ai précisé alimentation surplus ECS. Il n'y a pas de petit logo qui dit que c'est une coupure d'urgence, parce que ce n'est pas une. Bah, c'est une coupure, mais que pour la résistance. À partir du moment où on coupe le solaire, il n'y a plus rien ici. Un fusible pour le relais de 48 volts, qu'on peut couper en charge, donc j'ai pas besoin de mettre une étiquette, attention, ne pas manœuvrer en charge, puisqu'en fait c'est juste une mesure. Donc. La coupure du variostring, son parafoudre, donc c'est des parafoudres différents, parce qu'ils ont une tension différente. Coupure photovoltaïque. J'en profite ici, comme on est sur le variostring est au-dessus de 120 volts. On est sur du 600 volts. Il a donc un contrôleur d'isolement interne qu'il faut activer, qu'il faut paramétrer. On lui dit, bah voilà, dès que l'isolement n'est pas bon, tu t'éteins. Donc on doit couper la production photovoltaïque dès que l'isolation n'est pas bonne et mettre un code erreur, bien sûr. Donc il est déjà compatible pour ça. Le truc, c'est que je ne sais pas comment le prouver au consuel, à part lui montrer le paramétrage ou la notice technique du produit. Si on n'a pas ça, bah, il faut un contrôleur d'isolement dans le coffret, séparé, qui agit sur la commande. Souvent, ça agit sur la remote, la télécommande du régulateur. Les régulateurs de chez Victron en 450 en ont un, et ceux en 250 n'en ont pas. Voilà, vous l'ajoutez si vous voulez. Le coffret alternatif, il y en a des étiquettes. Hein. J'aurais peut-être dû enlever quelques triangles, mais c'est pas tous les mêmes. Là, il y en a 2 identiques et là. Donc en gros, c'est le coffret alternatif. Ici, on a la partie 230 volts consommation, donc j'ai bien identifié, coupure 230 volts consommateur, maison, prise de courant, parce que j'ai des prises à côté, relais ECS, donc c'est le relais qui est là-haut. Il a une étiquette aussi. Coupure d'urgence sortie onduleur. Production photovoltaïque et stockage batterie, coupure d'utilisation. Donc ça, c'est la partie utilisation. La partie consommation, enfin, c'est-à-dire la partie réseau. On a toute une zone où on a le disjoncteur principal du réseau, le disjoncteur du relais,
le relais, vous savez, c'est un relais creuse qui permet au réseau de s'enclencher ou pas. Un disjoncteur pour un groupe électrogène et un inverseur de source. Donc position haute, on est sur le groupe. Position basse, on est sur le réseau. Donc tout cela sont sur le réseau, donc j'ai bien spécifié production photovoltaïque et stockage batterie, coupure réseau de distribution. Voilà, donc ça c'est la coupure réseau, donc on les coupe tous, on coupe le premier. Ici c'est marqué ne pas manœuvrer en charge, ça concerne l'inverseur de source, parce que c'est pas un interrupteur et c'est un inverseur, donc chaque fois qu'on fait ça, il y a des étincelles, donc on le fait hors tension. C'est bien spécifié, attention, présence de 2 sources de tension, réseau de distribution plus photovoltaïque, donc c'est le cas. Isoler les 2 sources de tension avant intervention, effectivement, si on ouvre et qu'on veut intervenir, il faut couper EDF en amont. Il faut couper l'onduleur, alors l'onduleur, tant qu'il produit ici, il faut le couper soit avec son bouton, soit avec le coupe-batterie en fait. Et puis courant alternatif, ici c'est que de l'alternatif. On a le droit de mélanger les deux, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. On peut faire un coffret qui mélange les deux, un coffret plus grand. Par contre, il faut les identifier et les séparer. Bon là, vous voyez une petite séparation, mais c'est une séparation qui n'est pas obligatoire là. Bon, toutefois, on a des tensions différentes entre chaque disjoncteur là, donc il y a une séparation quand même, mais c'est du courant continu et là du courant alternatif. Donc si je voulais, il faut que ce soit une ligne différente avec une signalétique différente, mais j'ai le droit. Hein, heureusement, parce que dans l'industrie, on peut avoir du 24 volts pour la commande, du 230 volts pour des relais, du 400 volts pour les moteurs. Si à chaque fois on faisait un coffret, ça en ferait des fils. Hein. Donc voilà. J'espère que ça vous va. Alors il y a quelques signalisations en plus. On nous demande de rajouter sur les câbles en courant continu, le plus, le moins. Voilà, pourquoi pas. Alors moi j'ai pas mis le plus et moins parce que j'ai un rouge c'est le plus, un noir c'est le moins. Mais il y a le petite étiquette qui dit attention courant continu. J'espère que cette longue vidéo vous a été utile, que vous avez appris des choses et j'espère que je suis rentré assez loin dans les détails pour vous permettre déjà de vous en sortir face au Consuel. Vous pouvez vous abonner. Voilà, je force pas les gens. Prenez soin de vous et puis à la prochaine.